un temps de dédicace après cette séance. Je remercie aussi la librairie Vignette qui s'est déplacée et qui vend les ouvrages de Jordan Leclerc. Voilà, je vous laisse la parole. Vous avez 2 micros, c'est parfait. Allez-y. Merci beaucoup au Forum des images de m'accueillir. Merci Jordan d'être venu. Merci, bonjour, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir t'entendre, du coup, nous raconter ton parcours artistique. Peut-être qu'on peut s'asseoir. Et avant l'arrivée de l'Apple II, avant le début de l'informatique, j'ai dessiné, je faisais des caricatures dans les foires locales. C'est comme ça que j'ai gagné l'argent pour avoir mon premier Apple II. Mais une fois que j'ai découvert la programmation, je suis devenu accro. Qu'est-ce qui t'a autant intéressé dans la programmation? Bon, j'avais beaucoup de rêves enfant, donc je voulais faire des BD, je voulais faire des films animés, être réalisateur, du cinéma, tout ça. Mais quand j'essayais, c'était quand même des efforts d'enfant. On voyait que mes petits dessins animés, c'était pas du niveau de Disney. Mais ce qui était génial avec l'ordinateur, à l'époque, c'était quand c'était tout nouveau. Quand je faisais un jeu, on ne pouvait pas voir que le jeu était fait par un ado de 15 ans. Parce qu'à côté des jeux d'écran, c'était quand même des pixels. Donc, j'étais fasciné par les jeux, je pense, parce que je voyais comme un nouveau médium de storytelling où je pouvais quand même faire des petits dessins animés interactifs, jouables, et une façon de vraiment toucher un grand public qui était mon rêve. Dessin à 12 ans, à 13 ans, parce que à partir de là, j'ai mis tout mon temps, toute mon énergie dans la programmation. Mais évidemment, le graphisme des jeux était important. Donc il fallait dessiner pour faire des jeux comme Karateka et Prince of Persia. Mais ce n'était pas des traits, c'était un travail parce qu'on voyait ce que c'était sur l'écran. Donc pour moi, le dessin est devenu juste un moyen de communication. Donc j'ai fait des storyboards vite fait pour prendre des notes, et plus tard, quand j'ai travaillé avec des équipes plus grandes, c'était une façon de communiquer à mes idées, mes intentions à l'équipe. Mais j'ai dessiné plus pour plaisir, j'ai dessiné plus pour faire un dessin. Donc ça, pendant 30 ans, je dessinais pas vraiment, à part juste des storyboards, des choses qui étaient, on peut dire, utiles des productions. Parce que je travaillais avec des vrais artistes, des vrais animateurs qui faisaient le graphisme des jeux ou des films. Mais il y a 15 ans, j'ai repris le dessin. Et c'était à peu près au moment du tournage du film Prince of Persia au Maroc. Parce que là, j'étais sur le tournage, mais j'avais rien à faire. J'étais le premier scénariste du film, mais pas le dernier. Il y avait d'autres scénaristes qui étaient venus après, qui étaient responsables. Donc, il n'y avait pas de pression, mais j'étais quand même attiré par cette grande cirque d'un grand film, une production hollywoodienne au désert avec les montagnes, les araignées, etc. Donc, j'ai dessiné dans un carnet Moleskine et j'ai continué. J'ai dessiné ce qui était autour de moi, les gens au café, les familles. Et puis, j'ai rempli des carnets Moleskine avec des carnets de croquis. Et super dessinateurs dans Templier, dans Monte Cristo et Liberté qui m'ont inspiré, qui m'ont aussi donné des astuces parce que je suis autodidacte. J'ai pas appris des cours de dessin, mais j'ai beaucoup appris d'autres dessinateurs. Donc du coup, il y avait un moment où je me suis dit, ok, je pourrais peut-être être capable de dessiner moi-même une BD, et j'avais cette idée de projet de replay qui, comme cette autobiographie, que j'ai dessiné des choses de mon enfance et aussi de l'enfance de mon père et grand-père, donc les gens que je connais le mieux du monde, je connaissais leurs attitudes et aussi les endroits, j'avais des souvenirs. Donc je pense que j'aurais pas pu le faire en tant que scénariste avec un autre dessinateur qui dessine ces gens que je connaissais tellement bien. Donc ça, c'est la première fois que j'ai osé dessiner moi-même une BD. Du coup, c'est l'intimité avec les personnages qui t'a conduit à illustrer toi-même la bande dessinée. Il y a ça, et aussi la structure de la BD n'était pas évidente, parce que c'est
des histoires intercroisées de 3 générations. Donc je raconte mon parcours, ma jeunesse à New York, dans la création des jeux vidéo dans les années 80 et l'évolution de l'industrie avec les jeux que j'ai fait avec Ubisoft et les films de Disney jusqu'à aujourd'hui, mais aussi les souvenirs de mon père, de son parcours en tant qu'enfant réfugié dans la France occupée en 1940, et aussi l'enfance de mon grand-père qui était soldat dans la Grande Guerre de 14-18 du côté des perdants. Comme le moment sur le plateau de tournage, quand on tourne pour la première fois dans un espace avec des acteurs, souvent par un scénariste ou par un réalisateur, c'est là où on va finalement, ça ne fonctionne pas comme j'imaginais, mais ça fonctionne, mais d'une autre façon. Donc il faut être un peu flexible, prêt à changer le scénario, de dire finalement, on peut couper cette scène, ce geste que cet acteur vient de faire, ça dit tout, les choses peuvent évoluer sur place. Donc le dessin, c'est un peu comme la phase de dessin, c'est comme la phase de tournage d'un film. Et est-ce que c'est le cas pour le jeu vidéo aussi? Oui, le jeu vidéo c'est autre chose parce que c'est très tard, souvent dans le développement d'un jeu, qu'on peut vraiment jouer. Souvent, l'équipe doit travailler pour 1 an ou plus avant de pouvoir se dire, OK, on a construit une première version de ce qu'on imaginait, maintenant on va le donner aux joueurs pour voir ce que ça fait. Et normalement, c'est une catastrophe. À ce moment-là, on dit, OK, oui, il manque des graphismes, il manque du son, c'est pas la bonne animation, mais quand même, je vois que les joueurs galèrent, que c'est pas fun, c'est pas... Mais il faut beaucoup travailler juste pour arriver à ce moment du premier essai. Au moins sur une page blanche, on peut regarder ce qu'on vient de dessiner. Et dans un film, oui, là aussi c'est dur parce qu'on doit tout tourner pour faire une première rough cut. Mais ce côté interactif du jeu vidéo, ça rend beaucoup plus compliqué. Ok, oui, on passe. On revient oui, dans ça, c'est un croquis. Tu demandais si je dessinais. Ça, c'est le genre de dessin que j'ai fait dans les années 80 pour un jeu d'Apple II. Donc, j'ai dessiné juste pour être clair dans ma tête à quoi le jeu pourrait ressembler. C'était plus vite de faire des jeux sur Apple II. C'était pas la question. On n'avait pas besoin d'une équipe d'une centaine de personnes et d'un an. On pourrait très vite monter des choses, mais les jeux étaient plus simples. Moi j'ai une question sur ce jeu qui du coup, donc ça c'est un extrait, c'est une capture d'écran d'un jeu qui s'appelle The Making of Karateka, qui est un jeu documentaire sur la fabrication de Karateka, qui est donc le premier jeu de Jordan. Et ce qui est intéressant, et donc le jeu est disponible en prototype. Et avec les différentes étapes du prototype, et on voit justement qu'il y a déjà des formes d'animation dans les petits personnages qui montent dans les vaisseaux. Oui, là c'est un croquis d'un jeu inédit qui s'appelait Death Bounce, que j'ai fait dans la première année de la fac. Et c'est un jeu que à ce moment, donc, je voulais faire mon premier jeu édité, donc de devenir vraiment un auteur de jeux vidéo, parce que jusque-là, je faisais des jeux que mes amis et la famille voyaient. Donc là, c'était un jeu très inspiré par un jeu d'arcade, Asteroid, et finalement, c'était le moment où on peut dire le jeu vidéo en général, mais aussi mon travail personnel, où on joue un triangle qui est en train de tirer sur des cercles pour avoir le high score, vers des jeux qui racontaient un peu une histoire avec des personnages animés, humains. Donc là, pour la première version de ce jeu, il n'y avait pas de personnages, mais après, pour essayer de répondre au retour des lecteurs, j'ai mis un petit personnage de 8 pixels, un détail qui courait pour se monter dans ce vaisseau pour tirer sur les cercles. Donc on pourrait imaginer, bon, c'est pas qu'un triangle, c'est un triangle avec un petit bonhomme dedans. Mais les animations moi j'aime beaucoup les animations de ces petits personnages. Et j'avais une question en termes de moteur.
comment fonctionnait le système de collision? Bon, là on parle vraiment de la préhistoire des jeux vidéo, donc ce rappel de 82, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas Adobe Photoshop, il n'y avait rien. Donc avant de faire un jeu, il fallait créer les outils pour faire le jeu. Un vaisseau spécial qui est un triangle sur l'écran, donc il fallait créer toutes les images individuelles, il fallait créer le code pour pouvoir choisir la bonne image. La rotation en 360 degrés, donc il fallait décider est-ce qu'on aura 16 versions ou 32, et donc il fallait dessiner chacun, il fallait enregistrer les octets pour le faire, et puis écrire le logiciel pour le faire. Donc c'était vraiment un travail à la main, artisanal, étape par étape, et on n'avait pas un programmeur des outils, un programmeur de gameplay, comme aujourd'hui. Finalement, il n'y avait que moi qui prenais mes cours à la fac en même temps. Donc, c'est ça qui faisait le développement du jeu. Ah oui, un nom très, très original, Draw. Mais qui devient ensuite Drax et Dre, c'est ça? Ah oui. Oui, parce que d'abord j'ai dit Draw 1, Draw 2, et changer le nom des fichiers à chaque nouvelle version. À un certain moment, j'ai dit, ok, ça c'est vraiment un grand avancement. Donc j'ai changé le W en X, j'ai avancé le lettre au lieu d'avancer le chiffre. Je suis désolé. Hein. Et moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est que vous parlez jamais dans vos journaux de sprite. Ok, oui, sprite, c'est un concept qui n'existe vraiment pas sur l'Apple II. Mais on parlait quand même de sprite parce qu'on a le concept, mais c'est imaginaire. Il y avait d'autres ordinateurs, par exemple, dans la Commodore, l'Atari, où il y avait vraiment dans la machine cette idée d'un sprite qui pourrait se déplacer. Mais dans l'Apple II, rien se déplaçait, c'était juste les pixels sur l'écran. Donc pour déplacer le petit vaisseau spécial, il fallait effacer donc tous les petits 1 qui faisaient un pixel, il fallait que ça devienne des 0, et puis de le redessiner à nouveau dans un nouvel endroit. Du coup, la technologie n'est pas du tout celle du sprite. Non, pas sur l'Apple II. Ok. Parce que j'ai vu dans la revue Creative Computing qu'il existait une extension Super Sprite. On parlait des sprites quand même, c'était connu, il y avait d'autres ordinateurs qui avaient des sprites. Et Karateka, Prince of Persia, quand ils étaient adaptés à Commodore, Atari, à autres systèmes, les programmeurs ont bien utilisé les vrais sprites. Et sur l'Apple II, il y avait que c'était un pseudo-sprite. Justement, comment vous avez réalisé l'animation de Karateka et Prince of Persia? C'est une autre case, c'est très bien expliqué dans Replay. Karateka, c'était un grand saut des jeux précédents, donc du jeu qu'on vient de voir avec ce petit réseau spéciaux. Cette fois, je voulais vraiment un personnage humain avec 40 pixels, un détail qui à l'époque était énorme. Et c'était un jeu de combat, de karaté. Donc je voulais une animation fluide. Donc pour ça, j'ai filmé, là on voit, je filme mon père qui a mis la tenue de karaté de maman, parce que mon père ne savait absolument pas faire le karaté, mais maman prenait des cours. Donc je lui ai demandé de mettre le tenue de karaté et de monter sur la voiture pour le moment du début, où les héros montent la falaise pour s'approcher aux forteresses du méchant pour sauver sa princesse. Et j'ai aussi filmé le prof de karaté qui faisait les vrais mouvements dont j'avais besoin pour le jeu. Mais la rotoscopie, c'est ce qu'on voit dans cette case de gauche. Ce film de Super 8, j'ai mis sur en anglais ça s'appelle Moviola, donc on utilisait pour faire le montage à l'époque. Donc il fallait vraiment couper et puis de mettre du colle pour donc cette métaphore de cut et splice qu'on utilise maintenant dans le montage. À l'époque, c'était en vrai. Il
vraie continuité avec Ripley qui est presque là, pour moi, cette image c'est presque une mise en abîme. C'est-à-dire que vous dessiniez déjà votre famille à l'époque en fait, malgré tout. Est-ce que c'était conscient? Est-ce que c'était déjà une manière de garder la mémoire? Tu sais, j'avais jamais pensé à ça. Pour moi, mais c'est vrai que dans la case de gauche, je suis en train de dessiner mon père, et dans la case de droite maintenant aussi. Ouais, bien vu. À l'époque, je pensais que c'était un utile. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce jeu, pour que ça fonctionne? Et parce que c'est assez marrant, parce que du coup tu dessines aussi ton frère pour les mouvements donc, de Prince of Persia. Oui, dans Prince of Persia, c'est mieux connu que cette histoire de karatéka. Il y a mon petit frère qui avait 15 ans à l'époque, qui est servi comme modèle de rotoscopie. Ah oui, ça c'est intéressant, on voit les... C'est là? Non, ça c'est encore karatéka. Oui. Mais c'est bien de le montrer parce que c'est ce qu'on vient de décrire. Celle-ci là? Oui, cette case-là, parce que c'est ça que ça donnait quand j'ai fait on voit le dessin rough de silhouette du personnage. Et là, la première image, c'est un personnage nettoyé. Donc j'ai mis les couleurs, j'ai fait clean pour le jeu. Mais au début, la rotoscopie, ce qu'on voit en bas, c'était ça. Et d'avoir toutes ces images-là sur l'écran, ça c'est un vrai capture d'écran de la B2. Ces petits traits, comme dans l'autoroute, pour mesurer la distance qui se déplace pour chaque case. Donc après, il fallait le couper et le mettre en mouvement avec ces outils que j'avais créés. Mais du coup, dans le jeu, l'image n'existe pas en tant que telle. Non, dans la première version, c'était ça, mais après j'ai nettoyé pour ressembler plus à la première bonhomme en haut. Et d'autres, est-ce que tu connaissais déjà à l'époque la version de Raoul Walsh de 1924? Je savais qu'il existait. Oui. J'avance. Là, c'est bien, on montre toutes les choses qu'on vient de décrire. Oui, ça c'est la rotoscopie de Prince of Persia. Ça c'est plus avancé parce que cette fois j'ai utilisé le cassette vidéo au lieu du pellicule Super 8. Oui, c'est pas tout à fait la même technique et c'est... C'est la même idée, oui, ça c'est en couleur. Donc là on voit que j'ai pris en photo l'écran de télévision à chaque fois parce que de passer du vidéo à l'ordinateur, on n'avait pas d'input vidéo à l'époque, donc c'était vraiment un travail à la main. Donc il fallait photographier l'écran de télévision avec l'image vidéo figée, avec un film de pellicule 35 mm. Donc d'aller au photomate pour faire développer ce film, donc prendre à chaque image comme si c'était des photos de vacances, mais après le retracer avec un marqueur et un blanc correcteur pour bien voir la silhouette de mon frère, et puis d'arranger comme ça pour faire cet haut contraste que je pourrais passer dans l'ordinateur pour faire avec le Versa. Ça c'est karatéka. C'est karatéka celui-là? Oui. Ah d'accord. Pardon, autant pour moi. Deux versions en 93, excuse-moi, 83 et 86. Ok. Il y a la technologie de rotoscopie qui a un peu évolué. Et du coup, tu dis que la rotoscopie, c'est une idée qui vient de ton père. Est-ce que tu sais... C'est une chose qu'on a découvert. Donc, j'ai parlé à mon père qui n'est pas du tout dans l'animation ou dans le jeu vidéo, mais c'est psychologue, quelqu'un de très intelligent. Quand je lui ai dit, bon, j'ai du mal à capturer le vrai rythme des mouvements d'un personnage, ça me semble statique. Il dit, bon, tu pourrais regarder un film et compter les cases. Donc, voir combien de cases il faut, par exemple, pour l'extension et combien de cases pour chaque phase du mouvement. Donc, j'ai filmé avec cette idée en tête, mais une fois que j'ai vu le film, mais je peux faire mieux. Je peux carrément piquer toute la silhouette du personnage. Et après, je me suis rendu compte que ça existait déjà. C'est comme ça que les animateurs Disney et Max Fleischer avaient travaillé dans les années 20, dans les années 30. Donc la rotoscopie, c'était pas nouveau. Ce qui était nouveau, c'était juste de le faire dans un jeu, avec un jeu vidéo. Est-ce
sur Super Nintendo, y a-t-il une version que vous préférez plus que les autres? Difficile de dire. Je pense que la version PC, la première version PC, c'est peut-être définitive parce que ça, c'était le premier vrai portage dans un système plus puissant. Donc, par rapport à la version Apple II que j'ai programmée, les bruitages, le son, la musique composée par mon père, maintenant il y a des vrais accords,